Hey, salut, c'est Jeanne. Nouvelle année, nouveau format. En fait, je reçois de plus en plus de commentaires, et même si parfois c'est d'un intérêt assez limité, si ce n'est de me faire rire, il y en a certains qui piquent vraiment ma curiosité et qui me donnent envie d'aller creuser un peu plus loin. Donc c'est ce que j'avais envie de faire sur un format un peu plus à la cool, comme Lé ou Tania par exemple. Ça veut aussi dire que si t'as une remarque ou une question sur une vidéo, n'hésite pas à la poster en commentaire, parce que déjà, ça me fait plaisir, et en plus, ça me permet d'aller un peu plus loin. Je pensais que ça serait une vidéo assez courte, mais en fait, pas tellement finalement. Donc je pense que je vais refaire ça assez régulièrement et revenir entre deux vidéos d'Incellulo par exemple en fonction du nombre de commentaires. Donc n'hésite pas à dire si ça t'intéresserait ou si en fait tu t'en fous. Et on commence tout de suite avec un retour sur les 6 premiers épisodes d'Incellulo. Dans le tout premier épisode sur CRISPR, j'ai pas eu des masses de questions en tant que telles, mais par contre Bren MM Soda me dit très justement qu'il est déçu de ne pas avoir vu d'extrait de la chanson d'Acapella Science. Et en effet cette chanson elle est vraiment cool, donc je mets le lien en description et je vous invite à y aller, après la fin de la vidéo si possible. Concernant les bébés à 3 ADN, avec mes mitochondries chéries, je n'ai tout simplement pas trouvé de commentaires auxquels répondre. Dans Moustique et génétique, je me suis demandé comment l'infestation par le parasite de la malaria, transmis par le moustique, avait pu influencer la présence de la maladie génétique de la drépanocytose. Paige m'avait alors demandé si les moustiques pourraient transmettre directement du matériel génétique humain ou des prions. Bon, j'ai rien trouvé concernant le matériel génétique humain, mais par contre les moustiques peuvent aussi être vecteurs de virus, comme le Zika, qui finalement sont des sacs à matériel génétique. Ça a déjà été bien expliqué ailleurs, alors je te laisse quelques liens en description pour aller voir ceux qui en parleront bien mieux que moi. Comment ça, détester c'est pour laisser les autres faire le travail à ta place? Ouais, tout à fait, ouais. À défaut d'avoir trouvé quoi que ce soit sur PubMed, l'hypothèse du prion a elle déjà été soulevée sur un forum Reddit. Pour rappel, le prion c'est une protéine de notre organisme, mais qui devient pathogène à cause d'une conformation particulière. Lorsqu'elle est mal repliée, la protéine prion va s'accumuler sous forme de dépôt dans notre organisme et y créer des dégâts, et elle se dégrade très difficilement. Et la protéine prion anormale peut également transmettre sa mauvaise conformation à des protéines qui étaient normales. Donc la question c'est est-ce qu'un moustique pourrait ingérer une protéine avec une mauvaise conformation et la transmettre à un individu sain? Bon déjà la première limite c'est qu'il faudrait que la protéine prion soit dans le sang de l'individu porteur. Ensuite il faudrait qu'il voyage à l'intérieur de l'individu porteur pour atteindre pile ses protéines cibles à l'intérieur des cellules. D'autant que la quantité de prion ingérée, non digérée par le moustique et réinjectée dans un nouvel individu serait vraiment infime et probablement insuffisante à créer une pathologie. Je m'étale pas beaucoup plus, mais la question m'a vraiment fait me gratter la tête, et je te laisse la discussion Reddit en description. Dans la vidéo sur un cancer pas humain, Science Étonnante dit « chouette vidéo ». Ouais, c'est tout, ouais, mais j'avais grave envie de me la péter. D'ailleurs, je vais tout faire en même temps, comme ça c'est fait. Donc vas-y, toi aussi, fais comme tes youtubeurs préférés, abonne-toi! Bon, j'arrête l'autocongratulation, et on passe à la vidéo sur la PCR et son découvreur amateur de LSD. Gowachin m'y fait remarquer que dire que James Watson est co-découvreur de la structure de l'ADN, c'est un peu hâtif, surtout quand on connaît l'histoire de Rosalie Franklin. Et comme je lui ai répondu, je n'ai pas eu le temps de m'étendre, mais en effet, il y aurait beaucoup eu à dire sur le sujet. Pour faire un topo rapide, pour construire le modèle, Watson écrit qu'on utilisait des clichés de cristallographie à rayon X réalisés par Rosalie Franklin sans son autorisation. Et sans même qu'elle soit au courant d'ailleurs. Elle a été évincée de la publication et n'a pas non plus reçu le prix Nobel puisqu'elle était morte quelques années auparavant d'un cancer, probablement déclenché par ses longues années de travail au contact de la radioactivité. Et si tu veux en apprendre plus sur son histoire, parce que oui, il y en a vraiment plus à en dire, je te conseille la vidéo de Tania dont je te mets le lien en description. Et Gowachin ajoute aussi que concernant l'esprit critique, les cours de Richard Monvoisin sont désormais en ligne sur la chaîne de l'université Grenoble-Alpes. Et en effet, je ne peux que te conseiller d'aller les voir, même si je sais que lui n'est pas spécialement ravi de se retrouver sur la plateforme de Google, c'est vraiment une mine d'or pour se forger un esprit critique. Donc encore une fois, playlist en description, tu connais le topo. Et sur la même vidéo, Nathan Jorat me chambre gentiment sur ma formulation de virus du VIH, ce qui veut littéralement dire virus du virus de l'immunodéficience humaine. Donc ouais, c'est assez moche, ouais. Enfin, last but not least, la dernière vidéo sur la nativité a vraiment déchaîné vos hypothèses scientifiques. Bon, autant te prévenir, certaines propositions sont pas du tout catholiques. Donc on va laisser de côté Jésus, Marie et Joseph, et on va juste se demander si Micheline pourrait tomber enceinte sans rapport sexuel avec son mari Michel, et avoir un petit bébé Michou. Osmosis, qui est d'ailleurs une chaîne de gaming coop fort sympathique, me demande si du coup, le petit Michou pourrait être une femme depuis le début. Bon, bien que cette possibilité ne me déplaise pas et qu'elle règle le
souci des chromosomes sexuels dans la parthénogenèse, elle n'est quand même pas possible si Micheline est un mammifère. Même si je me suis pas étendue sur les processus de contrôle qui empêchent la parthénogenèse chez les mammifères, il y en a un paquet. Pour commencer, je t'ai un peu parlé de l'étape d'activation de l'ovocyte lors du contact avec le spermatozoïde. Ça entraîne une libération de calcium dans la cellule qui est nécessaire pour le développement de l'ovule. Il est possible d'activer artificiellement l'ovocyte dans un tube et de déclencher la parthénogenèse même chez les mammifères. Mais on a alors un autre processus de contrôle qui empêche le développement d'embryons parthénotes viables. Il est basé sur des différences de condensation de l'ADN de certains gènes sur les chromosomes issus des gamètes mâles ou des gamètes femelles, ou empreintes génomiques parentales. Je t'ai déjà un peu parlé de la condensation de l'ADN, mais ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette condensation va avoir une influence sur le niveau d'expression des gènes. Lorsque l'ADN est très condensé, ça empêche l'accès de sa séquence à une machinerie moléculaire responsable de la synthèse de l'ARN messager, l'intermédiaire pour la synthèse des protéines. Cette condensation est très finement régulée par l'ajout de petits drapeaux au niveau de la séquence à réguler, par exemple des groupements méthyl au niveau de la cytosine. Et ainsi, dans les premiers stades du développement, certains gènes particuliers vont pouvoir être exprimés uniquement à partir du chromosome paternel ou du chromosome maternel. La présence des deux sets de chromosomes est donc indispensable pour avoir la bonne balance d'expression de ces gènes, ni trop ni trop peu, et donc avoir un développement normal de l'embryon. Rufus51 me demande si l'Immaculée Conception accréditerait alors la thèse du Raptor Michou. Et même si je voudrais bien y croire, Fafouin Madog pose la bonne question quand il s'interroge sur la parthénogenèse chez les dinosaures. Encore une fois, Reddit est venu à mon secours là où PubMed m'a fait défaut. Et les utilisateurs ont noté que les dinosaures sont moins proches des lézards que des poulets, chez qui la parthénogenèse donne très rarement des individus viables. Donc assez peu de probabilité finalement pour avoir une parthénogenèse de raptor. Iliana Sable a également imaginé une hypothèse intéressante dans laquelle Micheline serait une chimère qui aurait pu intégrer des cellules reproductrices de son frère et pourrait s'autoféconder. Alors certes, il arrive qu'un jumeau absorbe le fœtus de l'autre, qui devient alors un jumeau parasite. Le problème, c'est qu'il s'agit uniquement de vrais jumeaux, qui proviennent de la même cellule œuf et partagent le même sac amniotique, et également le même génome. Donc Micheline aurait absorbé sa sœur et pas son frère. Hey, salut, c'est Jeanne du montage. Non mais t'as pas lu la question ou quoi? Iliana Sable ne te parle pas de jumeaux parasites, mais de chimères, un autre phénomène dû à la fusion de deux œufs fécondés dans les étapes très précoces du développement, encore à l'état de tas de cellules, et avant la formation du sac placentaire. Il s'agit bien ici de faux jumeaux, qui fusionnent donnant un seul individu comportant deux génomes en fonction des organes. Un cas par exemple a été décrit en 2002, lorsque les trois fils de Karen Keegan, en attente d'une greffe de rein, ont réalisé des tests sanguins pour potentiellement être donneurs. Sauf que si les tests ont confirmé que les trois étaient frères, ils ont aussi montré que Karen n'était pas la mère de deux d'entre eux. En fait, Karen est bien la mère, mais comporte deux génomes différents en fonction des tissus analysés. Il s'agit d'une chimère. Pour en revenir à Micheline, un détail que je voudrais ajouter est que les testicules ne sont pas seulement pendouillantes pour des raisons esthétiques. Elles doivent en fait être dehors car la température normale du corps est trop élevée pour la production de spermatozoïdes vivants. Elles doivent prendre le frais quoi. Donc même dans l'hypothèse peu probable que Micheline est une chimère comportant à la fois un système reproducteur féminin et masculin en état de marche, ben elle aurait dû avoir des couilles quoi. Grossemain nous donne une belle lecture mythologique en nous disant que Aphrodite étant bien née, je cite, d'une paire de couilles et d'une bite tombée dans l'eau, finalement l'Immaculée Conception, ça paraît pas si bizarre. Bon du coup c'est plus trop mon rayon, alors je te laisse aller voir la merveilleuse chaîne de Manon Drill pour d'autres bien belles histoires du même acabit. Mr. Quemgun nous dit que la simple présence de spermatozoïdes sur la vulve pourrait être dans de rares cas à l'origine de la fécondation. Bon clairement là on rentre dans les explications pas très politiquement correctes. Bien que ce soit très rare parce que le sperme ne survit pas très longtemps à l'air libre, on peut tomber enceinte après une éjaculation sur la vulve. Mes grands-parents regardent cette vidéo. Coucou mamie! Pour le dernier commentaire, je triche un peu, il était sur Twitter, mais j'ai manqué de m'étouffer en rigolant devant mon thé, donc bien joué à toi, Géobomatique. Sa théorie est donc une pénétration anale avec des lésions de l'intestin à travers lesquelles les spermatozoïdes auraient retrouvé leur chemin jusqu'à l'utérus. Life finds a way. J'ai commencé par trouver un article sur le site parodique Nordpress, autant dire une fake news taillée pour circuler sur les réseaux sociaux. Mais en creusant, oui, j'ai bien trouvé des articles de presse qui parlent d'un cas en 2015. Mais attention, c'est un cas très particulier. La jeune femme serait née avec une malformation appelée cloaque, consistant en un mauvais développement des voies génitales, rectales et urinaires qui sont fusionnées. La patiente avait bien eu une chirurgie réparatrice lorsqu'elle était enfant, mais l'opération ne s'était pas exactement bien déroulée et un conduit était resté entre les voies génitale et le côlon. Elle aurait notamment décrit à ses médecins avoir ses règles par l'anus. La pénétration vaginale lui était également impossible.
Du coup, lorsque le docteur Brian Steiner, qui la suivait, a eu la surprise de la déclarer enceinte, il a fallu se rendre à l'évidence. Elle était enceinte à la suite d'une sodomie. Bon, ça reste assez capillotracté et ça m'étonnerait que ça soit ça qu'on ait en tête lorsqu'on parle d'immaculée conception. Et je note que même si le médecin cité existe et est bien urologue, les seules sources que j'ai trouvées ne sont pas franchement de qualité. Hey, c'est encore Jeanne du montage. Je me rends juste compte que je n'ai pas parlé du commentaire du rationaliste sur Twitter qui, en parlant de ma dernière vidéo, rappelle très justement qu'il faut s'assurer du fait avant de rechercher la cause. Et à ce propos, je te mets en description le lien de l'excellente vidéo d'hygiène mentale présentant la bien belle histoire de la dent d'or. Avec tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, tu devrais avoir de quoi t'occuper un bon petit moment. Voilà, c'est tout pour cette fois, et c'est déjà bien plus que ce que j'aurais voulu en dire. Maintenant, je vais nettoyer mon historique de navigation et on se retrouve bientôt pour parler vulgaire mais pas sale. Des bises, à la prochaine!